C'est la suite du petit déjeuner de l'actu avec notre invitée Vanessa Codaccioni. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne et politologue, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université Paris 8. Et pour ce livre ce matin, La société de vigilance, autosurveillance, délation et haine sécuritaire aux éditions textuelles. Et puis vos appels, vos 0826 300 300, on vous attend bien sûr au standard. Oui, alors bon, d'où vous est venu, parce que vous aviez déjà fait un premier livre, donc de cette société de vigilance, cette idée c'est apparu, on le voit à travers votre livre, après, et c'est né peut-être des attentats terroristes et de la crainte des Français globalement, en fait des gens quoi, globalement. Tout à fait. En fait, la société de vigilance, j'ai eu envie d'écrire ce livre parce que je voulais travailler sur la répression, la punition, mais par un autre biais que celle de l'État. Je voulais travailler sur la manière dont on appelle la société, les citoyennes et les citoyens, à participer à la chasse aux terroristes, aux ennemis intérieurs, aux minorités, etc. Et effectivement, le grand tournant, c'est les attentats du 11 septembre 2001. Oui. Parce que là, on s'aperçoit que le renseignement technologique et même les services de renseignement ne sont pas tout à fait aptes à débusquer les terroristes, à les déterrer, comme disait George Bush. Et donc, on va appeler les citoyennes et les citoyens à surveiller alentour, regarder des gens, surveiller les comportements suspects, les signaler, les dénoncer. Et donc, on va valoriser les yeux, les oreilles des citoyens en disant que vos sens soient à l'affût pour nous aider à lutter contre le terrorisme. Donc, ça part de là. Ça part de bon sens quand même, peut-être, non ? Alors ça peut partir de bon sens, mais le problème c'est que ces campagnes, elles sont très envahissantes, on les retrouve partout, et puis elles vont inciter à nous surveiller continuellement, au travail, dans la rue, dans les centres commerciaux, dans les transports, si bien qu'en fait on devient un peu obsédé par ces questions-là, par cet autre qui peut être un suspect, un danger, un criminel. Mais qui repose quand même sur des faits, là en l'occurrence quand il y a eu les attentats ou quand il y a de l'insécurité dans certains quartiers, ça peut-être qu'on peut le comprendre, quoi, non ? Alors on peut comprendre qu'il faut réagir lorsqu'il y a crime, attentat, etc. Moi, là où je suis très inquiète, c'est cet appel constant à nous faire participer à ce qui ne devrait pas être notre préoccupation première. Mais c'est qu'il y a défaillance quelque part, non ? Il y a défaillance. Ouais. Il y a défaillance. Et de fait, déjà, moi, j'avais travaillé sur des archives dans les années 70. Il y avait des experts qui disaient on ne peut pas tout faire. Nous, la sécurité, nous seuls, on ne peut pas le faire. Il faut que les citoyennes et les citoyens nous aident. Donc ça, c'est assez vieux. Mais il y a des défaillances. Par exemple, on prend la crise du Covid. On va dire qu'il faut être responsable, vigilant, se surveiller, etc. Et on va responsabiliser les citoyennes et les citoyens, les rendre responsables, les culpabiliser, voire les infantiliser, alors que les défaillances ne viennent pas des citoyennes et des citoyens. Ouais. D'où elles viennent ces défaillances sur cette société de vigilance, quoi. Alors la défaillance, c'est-à-dire la défaillance de l'État à réprimer la criminalité ? Oui. Non, mais je vous pose la question, justement, d'où viennent toutes ces défaillances pour pouvoir faire face, alors peut-être à un sentiment ou pas d'insécurité Il y a la volonté, lié, Il y a la volonté de répondre à un sentiment d'insécurité ou, par exemple, quand il y a un attentat, de répondre à une sidération, une envie d'aider, une envie de s'engager. C'est-à-dire, on va demander aux individus, est-ce que vous voulez vous engager, par exemple, dans la garde nationale ou participer à des opérations de sécurité. Donc c'est pour répondre. Et en même temps, c'est aussi une manière de tenir les citoyennes et les citoyens. C'est-à-dire de leur dire, vous devez être continuellement en lien avec les autorités, en lien avec la police, voire penser comme la police. Et c'est ça qui me semble problématique. Oui. Juste une question. Par rapport là, on parle de terrorisme, mais on va sur un autre fait, les violences faites aux femmes, par exemple. Est-ce que ça veut dire que vous êtes contre le signalement d'un voisin ou vous êtes contre ça ? Alors justement, c'est pour ça que je finis mon livre sur l'exemple qui me semble positif des colleuses d'affiches féministes qui collent des affiches dans les murs des villes de France en dénonçant les viols, les violences sexuelles, la société patriarcale. Et il me semble justement qu'il y a une grande différence entre signaler des violences sexuelles dont ont été victimes des femmes, des hommes, des enfants, donc avec des réalités invisibilisées, non traitées par l'État, et signaler un voisin pour potentiellement, parce qu'il serait peut-être dangereux, et on sait évidemment qu'il y a énormément de dénonciations fausses, malveillantes. On fait passer des individus pour des terroristes pour se venger d'un ex-partenaire, d'un collègue de travail, d'un voisin qui fait du bruit, etc., etc. Donc il y a une grande différence entre signaler
quelqu'un qu'on ne connaît pas, inconnu, sur les réseaux sociaux, et puis dénoncer des violences sexuelles qui ne sont pas prises en compte. Alors, non, mais ça c'est vrai, vous avez raison. C'est-à-dire qu'effectivement, sur ce travail de signalement dans le cas d'agressions sexuelles, etc., quand on entend des bruits à côté d'un appartement, bien souvent dire, bah oui, mais je ne veux pas m'en mêler, etc. Donc, c'est un appel quelque part à la délation, mais qui est justifié, quoi, qui peut sembler justifié, parce qu'il y a danger, quoi. Il me semble qu'il y a une différence entre la délation et aider quelqu'un qui est victime. Bien sûr, c'est pour ça que je pose. Quand vous dénoncez, je ne sais pas, quelqu'un il y a eu par exemple quelqu'un qui avait été condamné pour apologie des terrorisme parce qu'il avait appelé sa Wi-Fi Daesh. Bon, il n'a pas été signalé, mais c'est un exemple. Il y a une différence entre signaler ce type de comportement-là, des faits, par exemple ne pas respecter la minute de silence à l'école quand il s'agit d'enfants, et puis aider quelqu'un qui est en train de se faire battre, de se faire violenter. Oui, mais pour quelqu'un, pardon Patrick, pour quelqu'un qui est en train de changer, vous sentez qu'effectivement il s'est passé quelque chose dans votre immeuble, vous sentez qu'il y a une radicalisation, un changement vestimentaire, là vous êtes contre aussi, c'est toujours la limite qui est compliquée. Il y a bien sûr une limite. Évidemment, si je doutais fortement que quelqu'un allait passer à l'acte, certainement que je prendrais des décisions et que je ferais acte de signalement, certainement. En revanche, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est les dizaines de milliers de signalements qui sont faits après chaque attentat. C'est toujours les dérives. Et dont on sait qu'il y a énormément, je répète, vraiment de dénonciations malveillantes partout dans le monde. C'est pas qu'en France. Il y en a en France, il y en a au Canada, il y en a énormément aux États-Unis. Certains pays, d'ailleurs, condamnent les auteurs de dénonciations malveillantes, mais c'est rare. Et d'ailleurs, il y a des chercheurs aux États-Unis qui se sont penchés sur la nature des signalements. Et en fait, ces signalements ne disent rien. On a vu quelqu'un avec un appareil photo, on a vu quelqu'un tourner autour. Ça devient vraiment très dangereux. Allez, on va continuer sur cette société de vigilance. Il y a les voisins vigilants, par exemple, ces associations de riverains qui se sont constituées pour garder les maisons, les appartements pendant des périodes en fait de vacances. Mais il y a aussi ce qui se passe dans certains quartiers avec les trafics de drogue. On continue d'en parler. Vous nous appelez 0826 300 300 avec Vanessa Codaccioni, qui est notre invitée ce matin. Ce matin, sur une société de soupçons et peut-être de délation, avec ce livre, La société de vigilance. Et Vanessa Codaccioni est avec nous, historienne et politologue, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université Paris 8. Et bien sûr, on attend toujours vos appels au 0826 300 300. Eh ben c'est Christian. Avec Christian qui nous appelle d'Anglet, justement. Bonjour Christian. Bonjour Christian, belle année pour vous. Eh ben, écoutez, vous me m'ôtez de la bouche. Je suis très rapide. Voilà, oui, vous êtes une rapide. Bon, on en restera là. Oui, on va en rester là. Mais bon, Christian, on se connaît avec Christian. Oui, peut-être, en fait. Christian, voilà. votre question, votre remarque avec Vanessa Codaccioni, donc pour ce livre, La société de vigilance. En fait... Dans la réflexion, je ne sais pas si j'ai suffisamment de temps pour l'expliquer, j'ai l'impression que nous avons fragmenté les choses, en fait. Vous voyez, on ne prend pas à la lettre à chaque fois ce qui s'y passe. Par exemple, quand on parle des Black Blocs, quand on parle des cités, à chaque fois, une violence est différente dans chaque parcelle. Vous voyez ce que je vais expliquer? Et à chaque fois, dans la violence, elle est plus ou moins grande, plus ou moins courte. Donc, selon l'information qu'on a, on se dit que les policiers, ça va pas, ils exagèrent, c'est trop machin. Et puis, d'un autre côté, quand on veut faire une information Black Bloc, on va mettre tout sur les Black Blocs et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui un débat qui est super clair. On peut en vouloir aux flics et puis pas en vouloir aux flics, selon ce qu'on va aujourd'hui écouter dans les télévisions ou dans les radios. N'est-ce pas? C'est très subversif. Et je trouve ça très très dangereux en fait. Oui. Alors qu'on comprenne bien, parce que Vanessa Codaccioni, qu'est-ce que vous comprenez dans ce que dit en fait Christian, cette distinction quoi des choses? J'ai pas tellement bien saisi votre question, mais je crois que vous dites qu'en fait on critique trop la police, c'est ça? Ou en tout cas on n'a pas une perception tout à fait valable de l'action de la police, c'est ça? Absolument pas. De toute façon, on n'a pas une bonne perception de la police quoi qu'il arrive, puisqu'elle est faite par des médias. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'explique pas comment ça fonctionne. Oui. C'est ça la problématique. La fonction de la police, c'est la fonction du gouvernement ou du ministre de l'Intérieur qui s'occupe de ça, n'est-ce pas? Donc, on donne toujours pas spécialement de bonnes informations. Évidemment qu'il y a des exagérations d'un côté et de l'autre. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, on fait des informations dites partagées. Voyez-vous? On les juge mal, en fait. Complètement incompréhensible. Oui.
Oui, alors en fait, effectivement, il faut analyser, pour analyser ce que fait la police, il faudrait analyser effectivement le terrain, mais il faut regarder les ordres qui ont été donnés par le préfet. Oui, qui ce que dit Christian. Voilà, qui dépend lui-même du ministre de l'Intérieur, qui dépend lui-même du président de la République. Oui. Donc il y a toute une chaîne de commandement, toute une hiérarchie de décision qui explique effectivement les réactions et puis les actions des policiers sur le terrain. Oui, qui auront peut-être plus de mal. C'est pour ça qu'on en arrive à ce que vous disiez tout à l'heure, une forme de crise du renseignement et puis des autorités d'être capables de faire respecter l'ordre. Et du coup, aujourd'hui, on se reporte vers les citoyens. On se reporte vers les citoyennes et les citoyens. C'est-à-dire, on va les appeler à signaler. Il y a des applications mobiles, par exemple, où on demande en Italie de signaler les personnes qui ne respectent pas le confinement. Il y a une police, je ne sais plus, dans le sud de la France, qui a appelé les citoyennes et les citoyens à dénoncer ceux qui ne respectaient pas le couvre-feu et les confinements. Et donc, on va multiplier ce lien entre les policiers et puis on va renforcer ce lien entre police et citoyennes et citoyens. Et quand les citoyennes et citoyens ne sont pas contents de leur police, ils peuvent réagir eux-mêmes, s'auto-défendre, vouloir se faire justice eux-mêmes. C'est le cas, par exemple, des milices qui ont existé dans les années 70 en France et dans une moindre mesure, les voisins vigilants. Mais on sait que alors les voisins vigilants, c'est autre chose quand même, non ? On ne peut pas comparer ça avec des milices. Absolument pas. Parce qu'en France, ces voisins vigilants ont été désarmés. Et dans les années 70, il y avait des voisins vigilants armés et les préfets ont pris des décisions très strictes en les interdisant et puis on a désarmé la population. C'est ce qui se passe un peu aux États-Unis. C'est ce que j'allais vous dire. On regarde la France où il y a les voisins vigilants sont pacifiques, etc. Ils font que signaler, alerter, surveiller. Aux États-Unis, en revanche, on sait que les voisins vigilants, le Neighbor Watch, ils sont armés et ça donne lieu à des dérives terribles, à des exécutions sommaires, notamment de personnes racisées, de noirs, avec des drames terribles qui se produisent chaque année. Il y a une crainte qu'on arrive à ça en France quand on voit qu'il y a beaucoup d'armes qui circulent aujourd'hui dans les quartiers. On parlait tout à l'heure de cet exemple de Bordeaux, avec des enfants de 13 à 13, 15 ans, 16 ans qui sont impliqués et qui utilisent des armes. Est-ce que face à ça, il n'y a pas des risques aussi que certains utilisent des armes pour se défendre avec la crainte, quoi. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié précédemment dans mon livre sur la légitime défense. C'est la manière dont les gens vont se faire justice eux-mêmes en tirant sur des individus, en s'armant. Dans les années 70-80, il y a une augmentation sans précédent des vols, des cambriolages, des vols avec violence. Les gens vont acheter des armes, hommes et femmes. Je rappelle quand même qu'on peut acheter à la FNAC des fusils à pompe. Dans les années 70. Ah oui, dans les années 70, oui. Donc c'est pour vous dire que dans les années 70, il y a ce phénomène-là. Il y a par exemple, en 15 jours, on va abattre 20 cambrioleurs. La société française a été désarmée, a été pacifiée. Donc il est peu probable qu'on en arrive à des phénomènes généralisés de violence armée. Mais évidemment, il peut y avoir des réactions individuelles. Certains parlent d'une menace de guerre civile en France, donc aujourd'hui. Alors il faut faire attention. Bien sûr, au terme. Il faut faire attention aux termes, évidemment. Et puis, l'armement de la population française ne permet pas d'envisager une guerre civile. Par contre, qu'il y ait des individus armés chez eux qui prennent des décisions de se faire justice pour remplacer la police, qui est considérée comme laxiste, etc., ou pour se défendre, ça arrive quasiment toutes les semaines. Ça, évidemment, c'est tout à fait possible. Et visiblement, les stands de tir aujourd'hui sont en recrudescence, même en France. Bien sûr. Les stands de tir sont en recrudescence. On a vu ça dès les attentats de 2015, notamment en France, où les gens se sont inscrits à des clubs de tir. C'est la seule manière légale aujourd'hui de tirer, de posséder une arme entre les mains. Mais évidemment, si les armes étaient en accès libre en France, on aurait une explosion de vente d'armes aujourd'hui. Oui. Question encore. Oui, 0826 300 300 avec Laurent qui est avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Bonne année à tout le monde. Merci. Vous aussi, bien sûr. Alors moi, j'avais juste une petite remarque sur la sémantique en fait. Oui. Je suis fils de policier. Mon papa était policier à l'époque. Oui. Donc il était aux vacations funéraires. Donc voilà, c'est une branche bien particulière de la police. Mais avant lui, son métier était gardien de la paix. Oui. Maintenant, on les appelle les forces de l'ordre. Oui. Je trouve que la dérive, elle est plutôt malsaine en fait. Oui, c'est vrai. La police n'est pas. Je pense que la police n'est pas utilisée à sa juste qualité de travail. Je pense que les policiers ne devraient pas être là pour dresser des contraventions pour des motifs futiles, non-port de masque, non-respect d'un couvre-feu qui, moi, à mes yeux, semble un peu illusoire et inutile.
C'est vrai que ça favorise la Vous mauvaise dites, oui, non, image, mais hein. sur la sémantique, oui, passer de gardien de la paix à force de l'ordre. Je suis tout à fait d'accord. Oui, Vanessa Codeccioni, restez avec nous, Laurent, oui. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça accompagne aussi une perception de plus en plus négative de la police, mais qui est partagée. Par exemple, je pense aux Gilets jaunes, qui avaient une bonne opinion de la police au départ. Ils le disaient sur les plateaux télé. Bien sûr. Nous avons une bonne image de la police, on veut rien contre eux, mais quand ils se sont fait matraquer, quand ils ont vu des camarades partir au poste de police, jugeant comparution immédiate, etc., l'image de la police a été modifiée. Et donc, je crois qu'il y a une détérioration du lien entre la police et la population. Et ça, c'est un véritable problème pour les gouvernants et les gouvernements qui veulent justement resserrer ce lien police-population, mais c'est extrêmement difficile. Ouais. Ça peut passer par quoi, Vanessa Codeccioni, pour réussir? Je ne sais pas si c'est mon rôle de... Non, mais comme vous étudiez précisément avis, en fait, ça... Ouais, déjà, il faudrait que la police soit moins violente. Oui. Il faudrait qu'il y ait moins de violences policières. Oui. Il faudrait qu'il y ait une pacification des rapports entre la police et la population. Il ne faudrait pas que la police soit utilisée comme une arme pour réprimer les contestations politiques, pour arrêter sans cesse des individus, harceler, faire des contrôles aux faciès dans les quartiers populaires. C'est ça aussi la réalité. C'est que pour redorer l'image de la police, pour recréer du lien, il faut que la police elle soit au service de la population. Oui, mais est-ce que c'est contre la population? Est-ce que c'est pas faire une généralité justement de toujours ressasser les mêmes choses, les violences policières pour tous les policiers qui en majorité ne le sont pas en fait? Alors c'est les policiers qui vont intervenir notamment dans les manifestations ou dans les quartiers populaires, donc tous ne le sont pas. Mais comme c'est ultra visibilisé, et quelque part heureusement, parce qu'avant il y avait des violences policières terribles et on n'en parlait pas. Comme c'est ultra visibilisé, eh bien évidemment ça va renforcer l'image négative de la police et la faiblesse de confiance des citoyennes et des citoyens envers la police. Donc d'un côté vous avez celles et ceux qui dénoncent la violence policière, son utilisation uniquement à des fins répressives et punitives, et de l'autre vous avez des citoyennes et citoyens qui se plaignent du laxisme de la police, leur manque de moyens. Bah oui, on parlait toujours, je vais revenir à cet exemple de quartier en fait de Bordeaux, mais il y a des gens qui se plaignent parce qu'aujourd'hui ne se sentent plus véritablement en sécurité et la police n'est pas forcément toujours là, hein. On l'a vu dans des quartiers en fait à Toulouse, à Marseille. À Marseille, on est allé jusqu'à réclamer cette Samia Ghali qui demande que l'armée vienne pour rétablir l'ordre. Vous voyez, je m'en rappelle très bien. Oui, et elle le demande encore récemment, elle le demandait encore, quoi. Vous voyez. Ça c'est un problème qui a 50 ans. Ouais. Ça fait 50 ans qu'on dit que la police n'est plus capable de rassurer la population, de répondre aux sentiments d'insécurité et de gérer toutes les infractions, les délits, les crimes qui se passent dans la société. Et les gouvernements n'ont pas trouvé la solution à ça. Il n'y a pas la solution. Laurent, vous êtes toujours avec nous. Vous qui aviez justement ce regard, vous avez bien amorcé le débat en passant de gardien de la paix à force de l'ordre. Quel est votre sentiment ? Moi, je pense que mon père disait toujours à l'époque que le dernier bon ministre de l'Intérieur qu'on a eu, c'était Monsieur Pasqua. Je ne vais pas rentrer dans un débat politique, mais je pense que la police avant, il y avait un rôle d'îlotier dans les quartiers pour permettre effectivement aux policiers de rencontrer les gens, de rencontrer les jeunes, de se mettre au service des jeunes. Pour les aider à sortir de ce côté un peu sombre, précaire, un peu précaire des quartiers. Et je pense qu'on a enlevé ce rôle-là justement pour une politique de chiffres, justement pour une politique de répression. Et je pense que c'était une erreur gouvernementale. Bon, après, je pense que les gouvernements précédents n'ont pas été non plus à la hauteur de leur tâche. Mais est-ce que c'est un problème policier ou un problème de chaîne de commandement, ce que disait Vanessa tout à l'heure? Je pense que c'est un problème de chaîne de commandement. C'est pas un problème policier. Alors, c'est sûr qu'il y a des brebis galeuses dans la police, mais bon, comme il y en a partout. Mais je pense que dans le fond, tous les policiers ne sont pas mauvais. Oui, puis... Oui. Je voudrais juste rebondir en approuvant ce qui a été dit, en disant que la politique du chiffre qui a été initiée par Nicolas Sarkozy et qui a été relancée par Gérald Darmanin est une catastrophe. Du point de vue de l'activité policière, du rapport entre la population et la police. Oui, absolument. Merci en tout cas, Vanessa Codeccioni, la société de vigilance, autosurveillance, délation et haine sécuritaire. C'est aux éditions textuelles. Dans un instant, on va changer de sujet. On va changer de sujet puisqu'elle vient de débarquer dans le studio. Est avec nous. Bonjour, Miss France. Oui, il y a Miss France qui visite en fait les studios en fait de Sud Radio parce qu'elle sera l'invitée demain matin de Valérie Expert. Il va y avoir un enregistrement dans quelques minutes. Et en attendant, c'est Didier Bourdon qui sera